Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Vous connaissez ces trois lettres si vous êtes des fidèles de l'émission. Mon invité aujourd'hui, c'est Erwin Penfornis, qui est vice-président de la branche activité mondiale énergie hydrogène chez Air Liquide. On va parler de cet accord passé avec Total Energy pour développer un réseau de stations dédiées aux poids lourds. Comment les gestionnaires de bâtiments peuvent-ils mieux comprendre et donc mieux gérer leur consommation d'électricité? C'est ce qu'on verra dans notre débat tout à l'heure avec l'entreprise Smart Impulse et puis la société monégasque de l'électricité et du gaz. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Winav et ses solutions pour transformer les bateaux thermiques en bateaux électriques ou hybrides. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite et c'est parti. Bonjour Erwin Penfornis, bienvenue. Vous êtes vice-président donc, de cette branche activité mondiale énergie hydrogène chez Air Liquide. On va parler de la co-entreprise créée avec Total Energy pour déployer, je crois, une centaine de stations hydrogène pour les poids lourds. Quelques chiffres clés pour commencer. Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie. 66 400 collaborateurs présents dans 75 pays et 3 800 000 clients et patients. Ça représente quoi l'hydrogène dans l'activité du groupe et puis peut-être aussi dans ses investissements, dans la vision du futur? Oui, alors comme vous le disiez, on est leader des gaz industriels et médicaux, donc ce sont ces produits invisibles mais qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour fabriquer votre smartphone, l'oxygène médical. Oui. La fourniture de gaz dans les industries et à côté de ça, il y a l'hydrogène. L'hydrogène est une activité stratégique pour le groupe Air Liquide, déjà 60 ans d'expérience, une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, des technologies, un savoir-faire jusqu'à présent au service des industries. L'hydrogène utilisé pour désulfurer les carburants, atteindre les normes Euro 5, Euro 6, Euro 7. Et dans le futur, l'hydrogène, solution pour décarboner l'industrie, décarboner la mobilité. Et donc, c'est une part d'investissement importante aujourd'hui pour Air Liquide, la branche hydrogène? C'est un vrai sujet stratégique de développement. Le groupe s'est engagé dans un plan ambitieux de 8 milliards d'investissements d'ici 2035 sur l'ensemble de la chaîne. Donc, on parle de la production, le conditionnement et la distribution. Un certain nombre des projets qu'on a annoncés ces derniers mois, des grands projets d'électrolyse pour fabriquer l'hydrogène renouvelable, des projets de captage du CO2, dit de carbon capture and sequestration, sont des exemples typiques de nos investissements dans le secteur. L'hydrogène, si on regarde un peu plus généralement, on reviendra à la co-entreprise avec Total juste après, mais quand on parle de mix énergétique, d'objectifs de décarbonation pour un pays comme la France, l'hydrogène, on ne peut pas s'en passer. Alors vous allez me dire, oui, forcément, c'est votre métier. Mais par exemple, si on parle de mobilité lourde, tiens, on se rapproche de cette histoire de station pour les... Est-ce qu'un camion 100% électrique avec des batteries, c'est cohérent? Oui. Je pense que c'est important effectivement de revenir où est-ce que l'hydrogène a un vrai rôle à jouer dans tout ça. On sait que l'urgence climatique nous pousse à aller vers les énergies propres. L'hydrogène a véritablement un rôle incontournable dans les secteurs les plus difficiles à décarboner. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là? On a les industries lourdes, la sidérurgie, la chimie, et effectivement la mobilité, les mobilités lourdes en particulier. Donc, quand on a parlé de charges lourdes, de forte puissance, de longue distance, là, justement, par rapport à la batterie, on sait qu'elle ne va pas être capable de rendre ce service-là, et l'hydrogène joue son rôle à plein. Donc, c'est véritablement le transport routier de marchandises, mais on en reparlera peut-être également de l'aviation, le maritime, le ferroviaire, le fret ferroviaire sont des sujets pour l'hydrogène. Ouais. Alors donc, effectivement, on va parler de cette co-entreprise. Partenariat 50-50, c'est ça la logique de cette nouvelle entreprise? Exactement, donc c'est vraiment une association entre deux leaders dans nos domaines respectifs pour finalement créer les conditions au déploiement des camions à hydrogène dans les années qui viennent. Parce qu'il faut revenir finalement à cet enjeu-là, c'est que pour être capable de permettre aux constructeurs automobiles, aux opérateurs de mobilité d'y aller, on a besoin avant ça de développer l'infrastructure, de développer un réseau de stations en Europe. Oui. Et c'est ce qu'appelle justement la Commission européenne. Il y a une réglementation qui est en train de passer sur les infrastructures de carburant propre. C'est vrai pour la batterie, c'est vrai pour l'hydrogène. On n'y arrivera pas sans ça. Et donc c'est vraiment l'objectif de notre co-entreprise, de permettre le déploiement de ce réseau. Avec de la complémentarité qui est assez évidente.
Oui. On apporte, Air Liquide, je le disais, c'est une très longue expérience, vraiment depuis la production, l'ensemble des technologies de production d'hydrogène, la transformation. Il faut ensuite être capable de conditionner cette molécule et l'emmener jusqu'aux utilisateurs finaux. Et donc la distribution, un vrai acteur de la logistique. Total Energy, on le connaît, c'est un acteur de la distribution de carburant avec des réseaux larges en Europe, et c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Mais ça veut dire que ce sont des nouvelles stations, on parle d'une centaine de stations, de nouvelles stations que vous créez, ou alors c'est dans le cadre des stations Total Energy, il y aura des pompes hydrogène pour les poids lourds? Comment ça va se passer? On va avoir les deux, ça va être des localisations dans les grands hubs portuaires, aéroportuaires, où on retrouve beaucoup des camions justement qui transitent dans ces lieux-là, le long des corridors européens, et en s'appuyant effectivement soit sur des stations existantes, soit dans certains cas sur des nouveaux sites de stations. À quel horizon? Donc là, on parle du déploiement d'une centaine de stations poids lourds. C'est à quel horizon? Alors, j'ai envie de dire, c'est maintenant. On a l'un et l'autre d'ailleurs déjà investi dans des stations, à la fois des stations pour les véhicules passagers. Dans Paris, vous voyez des flottes de taxis, il y a déjà une dizaine de stations. On démarre dans 2 mois la plus grande station en Europe pour les poids lourds, 2 tonnes jour d'hydrogène vers Marseille. Donc dès que cette coentreprise a démarré, elle aura déjà un réseau sur lequel s'appuyer. Et ensuite, c'est cette centaine de stations dans la décennie, vraiment pour donner une impulsion. Et ensuite, j'ai envie de dire, gérer le rythme au gré des déploiements des camions. C'est passionnant ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'œuf et la poule, quoi, entre le déploiement des stations et puis les constructeurs de camions qui vont se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi. C'est-à-dire que vous avez besoin que les constructeurs proposent des camions à hydrogène, et eux, ils attendaient les stations. C'est un peu ça? C'est tout l'enjeu. Donc Air Liquide, on est pionnier dans ce domaine-là dans un certain nombre de pays depuis une dizaine d'années, Californie, Corée, Japon. Ça veut dire que vous attendiez que les camions soient sur les routes pour le faire? On a répondu, j'ai envie de dire, dans l'autre sens depuis. On sait qu'entre l'œuf et la poule, ce qui doit arriver en premier, c'est l'infrastructure. Donc le but de la coentreprise, c'est de donner ce signal fort vis-à-vis des constructeurs automobiles. Allez-y. Eux-mêmes sont sous pression parce que la réglementation européenne leur demande de réduire de 30% les émissions de CO2 de leur flotte à horizon 2030. Ils ne sauront pas le faire sans véhicules zéro émission. Et donc c'est là qu'on leur donne finalement ce tremplin. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? J'ai pas croisé beaucoup de camions hydrogène. Je suis parti il y a quelques jours sur l'île de Ré, donc j'ai fait mes 800 km, mes 900 km. Je suis pas sûr d'avoir croisé un camion hydrogène. Ça représente quoi aujourd'hui? C'est totalement déjà le transport de poids lourds, parce que les gens n'ont pas toujours ça en tête. Tous les jours sur l'autoroute la plus empruntée en Europe, entre Lille et Paris, c'est 60 000 poids lourds qui transitent. Donc aujourd'hui, le nombre de camions dans le monde, on parle le nombre de camions hydrogène, on parle de 5 000 camions, un très fort développement en Chine. En Europe, on est aux prémices, on parle de quelques dizaines de camions, mais une accélération très forte. Et c'était la question suivante, c'est-à-dire que quelle perspective vous avez? On a bien compris qu'on a là 2 géants qui créent une entreprise ensemble. Est-ce qu'on peut imaginer un remplacement des véhicules thermiques classiques, des poids lourds thermiques par des poids lourds hydrogène, un peu au rythme de celui des véhicules électriques, des voitures électriques pour les particuliers? C'est inéluctable, j'ai envie de dire. Les États, les uns après les autres, sont en train de légiférer pour sonner la fin des moteurs thermiques au diesel à l'horizon 2035, 2040 parfois pour les camions dans certains pays. Donc on y va d'ici la fin de la décennie. J'ai envie de dire, je parle pour les constructeurs, mais on parle de plusieurs centaines de milliers de camions en Europe. Et là, de nouveau, d'où l'enjeu du maillage des infrastructures. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle des autres mobilités lourdes. Vous l'avez évoqué, il y a des partenariats Air Liquide, par exemple, avec Aéroport de Paris. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est aussi de créer des stations pour les avions? C'est permettre, là encore, d'accompagner des acteurs comme Airbus et l'ensemble de la filière aéronautique qui sont engagés de manière maintenant extrêmement résolue dans le développement de l'avion hydrogène. Mais pour ça, il faut les infrastructures. Demain, ça veut dire emmener de l'hydrogène liquide sur les pistes. Et c'est tout l'enjeu de notre coentreprise avec Aéroport de Paris, c'est développer, réaliser l'ingénierie de ces infrastructures dans les différents aéroports mondiaux. Et alors, plus surprenant, le train.
Alors là, on se dit, bah non, le train, c'est de l'électricité, donc c'est un moyen de transport décarboné. Pourquoi aller mettre de l'hydrogène? Alors, partout où on peut électrifier, il faut électrifier. Donc, les lignes qui sont déjà électrifiées, les TGV, vont rester des trains électriques. Par contre, il existe des distances significatives non électrifiées, alors que ce soit dans nos régions, dans les campagnes, mais on peut imaginer les États-Unis, l'Australie, des très longues distances, du transport de fret sur ces axes-là. Et là, on ne va pas électrifier. Donc, de nouveau, il faut une solution pour ces enjeux de puissance et d'énergie, et c'est l'hydrogène. Merci beaucoup, Erwin Penfornis. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Comment faire des économies d'électricité dans les immeubles de bureaux? Notre débat avec Charles Gouriot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Smart Impulse. Et puis on est en visioconférence en duplex avec Pierre-Franck Pellacchi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général adjoint de la SMEC, Société Monégasque de l'électricité et du gaz. Alors vous l'avez créé ça a été créé en 2011, Smart Impulse. C'est quoi votre métier? Alors, Smart Impulse, nous on aide les gestionnaires de bâtiments à mieux comprendre leur consommation d'énergie pour mieux consommer. Et c'est vrai que la société a été créée en 2011, il y a 12 ans. Et les économies d'énergie, ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, avec l'augmentation violente des prix de l'énergie. Pour des raisons environnementales, évidemment, il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour des raisons réglementaires. Maintenant, la loi est assez claire sur des objectifs d'économie d'énergie. Et puis même pour des raisons de souveraineté, parce qu'on s'est rendu compte depuis un an que importer des hydrocarbures, c'était pas si sécurisé que ça. Et la meilleure façon de gagner en souveraineté, c'était de réduire ses consommations. C'est au moins consommer. Vous parlez de mesures non intrusives des usages électriques. Ça veut dire quoi, ça? Exactement. Donc tout le monde veut faire des économies d'énergie. Le problème, c'est que quand on veut savoir par quoi on commence et combien ça rapporte, là, ça se complique. Et le gros frein, c'est qu'il manque des données claires et fiables sur l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Et donc nous, la technologie qu'on a développée, elle se base sur un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX. J'en ai un avec moi pour vous avez montrer. Un compteur électrique dans la poche. Je l'ai apporté pour montrer que c'est exactement très simple et très petit. Mais montrez-le assez haut parce que sinon on ne le voit pas, d'accord. Et il a deux particularités. La première, c'est que n'importe quel électricien dans le monde peut l'installer en moins d'1 heure et sans coupure électrique. C'est le côté non intrusif. Et la deuxième particularité, c'est qu'il a une mesure très fine de la forme des signaux électriques. Et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés, on arrive à reconnaître l'empreinte que laisse chaque équipement dans le courant, ce qui permet d'avoir une vision claire de quels sont les équipements qui consomment, à quel moment, ce qui permet ensuite de cibler et de suivre les économies d'énergie. On y reviendra et on va détailler ça ensemble, évidemment. Pierre-Franck Pellacchi, je voudrais que vous nous présentiez la SMEC. C'est quoi votre périmètre, votre activité? Alors nous, on est à peine plus vieux que Smart Impulse puisque la SMEG a été créée en 1890 et notre périmètre d'activité, c'est la distribution, la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid sur tout le territoire de Monaco. Depuis plusieurs années, nous sommes investis dans la transition énergétique et dans des offres pour accompagner nos clients sur Monaco et également hors de Monaco, sur tous les volets de la transition énergétique, de la production d'énergie verte, de l'électromobilité et bien évidemment sur l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Ça veut dire qu'il y a un programme gouvernemental à Monaco de réduction d'énergie, c'est ça? Il y a effectivement un programme gouvernemental à Monaco qui est plus dans l'accompagnement, hein. Il n'y a rien de coercitif. Et nous nous sommes rendus compte il y a quelques années que nos clients avaient du mal à savoir où partait l'électricité. Avec un chiffre très marquant, 50% des consommations d'électricité restaient inexpliquées. Alors, ce n'est pas que les gens font mal leur travail, mais ils n'ont pas les moyens de savoir où part l'électricité. C'est assez mystérieux si on n'a pas les moyens de mesure adaptés. Et c'est pour résoudre cette problématique qu'on est rentré en contact
avec Smart Impulse et que l'on a créé le partenariat qui se poursuit aujourd'hui. Et dont on va parler ensemble. Smart Impulse, déjà, bravo, ça pourrait être un titre d'émission sur notre antenne. Et donc, il y a une solution, il y a eu plusieurs brevets, je crois que vous avez déposé une demi-douzaine de brevets. Absolument, 6 brevets. Et notamment le Smart X. Alors là, c'est ce que vous nous décriviez, quels sont si on rentre un peu plus dans le détail, les caractéristiques de cette solution. Donc le SmartX, c'est le capteur. Oui. Pourquoi on a un capteur? Le premier point, c'est la simplicité d'installation. Nous, on a équipé à peu près 2500 bâtiments dans 40 pays. Et alors, à Monaco, quand on travaille avec des partenaires, c'est important que ce soit simple et non intrusif. Mais quand on travaille au Japon, aux États-Unis ou en Polynésie, c'est encore plus important que ce soit très simple à déployer. Donc, on a beaucoup travaillé sur la simplicité d'installation. Pour l'électricien qui va l'installer. Exactement. C'est ça, hein. Nous, on n'a pas de valeur à faire les installations nous-mêmes. Mais en revanche, on essaye de simplifier au maximum l'expérience de l'installateur pour que ce soit très simple pour lui et pour le client qui ne veut pas avoir de coupure de son bâtiment. Ça, c'est le premier point du SmartX. Oui. Et après, là où vraiment on est leader mondial, c'est sur cette technologie d'analyse des consommations par usage qui permet avec un seul capteur de savoir quels sont les équipements qui consomment dans les bâtiments. Et c'est là où nous, on est à la fois précurseur et leader mondial de cette technologie brevetée qui permet d'avoir une vision claire de quels sont les équipements qui consomment à quel moment. Et donc là, on est en pleine période de sobriété énergétique depuis plusieurs mois. Ça veut dire que vos clients, ils ont pu piloter finement en disant tiens, c'est tel type de machine, si c'est industriel, ou d'équipement, de manière générale, sur lesquels je peux faire un effort, c'est ça? Exactement. En tout cas, sur lesquels le gain va être le plus important? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bâtiment tertiaire type, il y a 15% de l'énergie qui est gaspillée. Voilà. Et donc nous, on va mettre en évidence les gaspillages. Donc les gaspillages, c'est notamment ce qui consomme la nuit et le week-end ou hors occupation ou quand le bâtiment n'est pas occupé. Donc ça va être de l'éclairage, de la ventilation, du chaud, du froid, etc. etc. Et donc en ayant une vision claire des équipements qui consomment, on peut les optimiser, régler, ajuster les consignes, les horaires, etc. Et avec des gestes assez simples, au final, ça permet de faire ces 15% d'économie d'énergie. Première étape. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va le piloter, pardon de vous interrompre, depuis son ordinateur tout simplement dans l'entreprise? Alors ça dépend des systèmes de contrôle en place. Parfois c'est juste des horloges, des interrupteurs, de la sensibilisation. Il y a parfois un vrai travail d'accompagnement des équipes terrain. Et puis parfois il y a des systèmes de contrôle qui sont beaucoup plus performants, modernes. Et effectivement c'est rentrer des consignes dans un ordinateur. En revanche, c'est des systèmes assez complexes et il y a vraiment besoin d'avoir cette vision complémentaire de la réalité du fonctionnement des équipements pour s'assurer que les contrôles théoriques sont bien mis en place. Parce que parfois, il y a des décalages et nous, on le met en lumière très souvent. Voilà, d'où les 15% d'économie d'énergie. Et juste au-delà de cette optimisation avec un retour sur investissement immédiat, des actions très simples et concrètes, il y a quantifier des investissements et le fait d'avoir des données aussi sur les usages permet à nos clients de quantifier, prioriser leurs investissements pour aller au-delà des réglages. Pierre-Franck Pellacchi, retour d'expérience à Monaco, depuis quand vous l'utilisez, quelles économies réalisées? Nous, on n'a pas cru sur parole tout de suite, Charles. On a commencé par faire 2 pilotes sur Monaco et on a sélectionné 2 bâtiments qui étaient très, très impliqués dans les économies d'énergie et qui avaient déjà fait une trentaine de pourcents de gains d'efficacité énergétique les années précédentes et qui étaient embutés sur trouver de nouvelles pistes d'économie et d'optimisation. Dans le discours que l'on a eu avec eux, on leur a dit écoutez, au mieux ou au pire, cela confirmera les bonnes actions que vous avez effectuées. On a installé Smart Impulse et dans les 2 ans qui ont suivi, ils ont tous les 2 fait des gains énergétiques au-delà des 15% qu'annonce Charles. L'un a fait encore 30% et l'autre a fait encore 25% d'économie, justement en identifiant les endroits où ils avaient des aménagements à faire sur leur pompe à chaleur, par exemple, ou sur leur pompe de circulation. Ça a été massif. À partir de ces bons résultats, avec le gouvernement, on s'est concerté pour un plan de déploiement massif. Donc, on a aujourd'hui une centaine de bâtiments équipés, avec une moyenne qui est de l'ordre de ce que cite Charles. C'est une moyenne dans les 10 à 15%. Certains sites font un peu moins, mais on en a certains qui font jusqu'à 30-35% d'économies grâce à cette identification précise. Et ça, vous l'avez lancé avant cette crise énergétique dont on parle? On l'a lancé avant cette crise énergétique, il y a 4 ans, justement en rebond avec cette étude que nous avions menée
qui démontrait que les clients n'arrivaient pas à expliquer leur consommation d'énergie. Et en particulier d'électricité. Savoir où va l'électricité, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Vous pouvez en faire l'expérience chez vous. Essayer de savoir ce que consomme votre frigo par rapport à votre télévision, c'est quand même quelque chose de très difficile. À la taille d'une entreprise, c'est un challenge encore plus important. Et on a essayé d'y répondre il y a déjà 4 ans. Et la question des économies d'énergie, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Charles disait, il y a un gaspillage énergétique et électrique dont on n'a pas conscience. C'est un enjeu qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, la crise qui nous frappe met en lumière et met en évidence l'importance à la fois économique et environnementale. Mais cette importance existe déjà depuis de nombreuses années. Charles Gouriot, vous l'avez évoqué, vous analysez les usages électriques dans plus de 2500 bâtiments dans 40 pays. Est-ce que, alors peut-être que je suis à côté de la plaque avec cette question, mais est-ce que la consommation des uns fait les économies des autres, puisqu'on parle de data, d'analyse des données, ou est-ce que chaque bâtiment finalement a sa propre vérité ? Le bâtiment est un sujet complexe. Oui. Pourquoi c'est un sujet complexe ? Parce qu'il y a des occupants, l'entité qui est locataire, le propriétaire, le mainteneur du bâtiment, parfois des sociétés de conseil qui vont accompagner nos clients. Et en fait, il y a à la fois une chaîne d'acteurs et une chaîne technique qui est complexe. Et ensuite, il y a l'histoire du bâtiment, sa construction, les systèmes qui sont installés, systèmes de contrôle. Et non, chaque bâtiment a son histoire et est unique. En revanche, ce qui est important, c'est de développer des technologies simples qui permettent d'avoir la même méthodologie d'analyse et le même type de rendu qui permettent d'avoir une clarté dans tous les cas. Ouais. Et ensuite, les leviers d'action sont différents. L'organisation pour agir est différente, les outils sont différents, mais par contre, toujours la même simplicité, toujours le même rendu avec la clarté sur les usages. Vos clients, c'est uniquement le tertiaire ou alors des bailleurs, des immeubles d'habitation peuvent être aussi concernés ? Alors, nous on fait effectivement plus de 80% de nos projets sont sur des bâtiments tertiaires. Oui. On fait de l'industrie quand même. On a des clients qui viennent nous chercher parce qu'ils ont soit ils nous connaissent sur le tertiaire, soit ils ont entendu parler de nous et donc ils déploient sur des sites industriels. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de bons retours d'expérience, du coup avec le côté non intrusif. Et on travaille un petit peu sur le secteur résidentiel collectif, notamment avec la SMEG à Monaco. Pierre-Franck pourra peut-être en parler. Par contre, on ne fait pas de résidentiel individuel, par exemple. Alors justement, tiens, on va conclure là-dessus, Pierre-Franck Pellacchi, sur les immeubles d'habitation collective, ça marche aussi ? Ça marche très bien et c'est la plupart des bâtiments que l'on a équipés à Monaco concernent justement le résidentiel, avec tous les équipements énergétiques et électriques des parties communes, les ascenseurs, le chauffage électrique commun, la climatisation parfois, l'eau chaude sanitaire. Tout ça, ce sont des postes qui pèsent énormément, qui pèsent dans les charges des occupants. Et au-delà de l'immeuble, ce qui est important, c'est que nous avons développé une expertise sur une image territoriale de la consommation d'électricité. Et ça, c'est notre collaboration avec le gouvernement. On leur propose un panorama de où va l'électricité à Monaco, de façon anonyme, bien sûr, on ne va pas pointer du doigt tel ou tel immeuble, mais ça les aide énormément dans la politique à engager vis-à-vis des résidents et dans les aides publiques. Ça les a orientés sur certaines aides publiques de prioriser l'éclairage plutôt que... par exemple, plutôt que d'autres postes. Merci on a constaté, par exemple, dans les immeubles résidentiels... Je suis obligé de vous interrompre. On est à la fin de cette interview. Désolé, c'est pas très agréable, mais là, on est à la fin de l'interview. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter les solutions Smart Impulse. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas. Avec nous en duplex, en visioconférence, Anthony Tartare. Bonjour, vous êtes le président fondateur de Winav, créé en avril 2022. Vous sortiez à peine de vos études. C'est quoi l'idée de départ ? Bonjour, alors l'idée de départ à la base c'est qu'on est 2 ingénieurs dans les véhicules intelligents électriques et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de véhicules déjà en France qui devaient passer à l'électrique et le neuf n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et donc en fait c'est pour ça qu'on s'est intéressé énormément aux bateaux pour pouvoir les transformer justement en thermique et ainsi garder la coque, garder les aménagements et réduire les émissions de CO2 dues à la non-fabrication d'un nouveau bateau.
On parle de rétrofiter un bateau à moteur, ça prend combien de temps? Ça coûte combien? Alors, le temps que ça prend, c'est à peu près 10 mois. Le but, c'est que le client, la première semaine, on va aller directement sur son bateau pour prendre toutes les cotes, justement, pour pouvoir faire toute l'ingénierie, toute la modélisation et pouvoir adapter au mieux ses exigences. Et le but, en fait, c'est que pendant les 9 mois suivants, il va pouvoir continuer d'utiliser son bateau. Et le dernier mois, on va le transformer totalement en changeant toute la chaîne de propulsion. Et en termes de budget, on est 2 à 3 fois moins cher qu'un bateau électrique neuf équivalent. Oui, effectivement, donc le gain est important. Vous avez intégré l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. Vous n'allez pas aller faire du bateau sur la Lune ou sur Mars, mais c'est pour développer une application. De quoi s'agit-il ? C'est ça. En fait, on va développer une application de Safe Return to Base parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même la peur de l'électrique au terme de l'autonomie, justement, pour certains de nos prospects. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est que on va récupérer pas mal de données en fait par satellite, parce qu'en fait, il faut savoir tout simplement qu'un bateau à contre-courant peut consommer 3 fois plus que dans le sens du courant. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement tous les courants marins et les vents directement par satellite, plus principalement grâce au système Copernicus, qui va permettre en fait d'adapter au mieux l'autonomie du bateau. Et à partir du moment où l'autonomie du bateau ne permet que d'aller vers la borne de recharge la plus proche, le bateau va se brider et va obliger à prendre ce cap, ce qui permet d'avoir une sécurité totale en pleine mer. Et de plus, c'est que cette application-là, elle sera directement intégrée à nos rétrofits. On pourra également la vendre à ceux qui ont déjà des bateaux électriques et on pourra également la vendre à ceux qui ont des bateaux thermiques qui ne peuvent pas encore passer vers la transition écologique, tout simplement en faisant du routage intelligent. Vu qu'on va récupérer toutes les données en temps réel, on va pouvoir proposer des routages qui permettent une réduction de 30% des consommations du bateau. Ce sera une première mondiale, ça existe déjà, cette technologie ? Cette technologie existe déjà, mais on est de l'ordre en fait d'une résolution de 4 km et c'est principalement pour les supertankers. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir l'adapter avec une centaine de mètres directement sur justement les courants marins et pouvoir le vendre à n'importe qui souhaite réduire sa consommation. Donc, on l'a bien compris, c'est un outil de sécurité pour se rassurer sur l'autonomie du bateau, un outil pour moins consommer, donc ça c'est très important. Ça représente quoi le marché des bateaux à moteur aujourd'hui en France et la part de l'électrique? Quelle évolution vous anticipez? Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 1,1 million de bateaux déclarés. Donc bien évidemment, il y a certains bateaux qui n'ont pas été enlevés des registres. Donc on estime aujourd'hui à 800 000 le nombre de bateaux en France et à peu près 600 000 le nombre de bateaux à moteur. Et l'électrique est très... En fait, il faut savoir que le marché du bateau électrique a 6 ans de retard sur le marché de la voiture électrique. Donc pour l'instant, il y en a très peu et le but, c'est d'évoluer énormément, de faire évoluer, car il faut savoir que rien que le bruit du moteur empêche énormément la communication entre certaines espèces de poissons. Et donc justement, il faut quand même, pour favoriser le développement de la faune et la flore, il y a un passage obligatoire qui va se faire très rapidement. Merci beaucoup, merci Anthony Tartare. Bon vent à Winav, donc cette solution de rétrofit des bateaux à moteur et puis donc cette application en cours de développement. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production, assisté de Marie Billard, Raphaël Morel, le réalisateur de l'émission, et au son, c'était Alexis Oustabasilis. Aujourd'hui, salut à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.